Alors, moi, je trouve, si on veut réfléchir à pourquoi utiliser de la technologie en pédagogie, il faut d'abord s'interroger sur ce que la technologie fait à la culture ou ce qu'est la culture numérique aujourd'hui. Et alors, pour ça, on a des gens qui nous aident à penser ça. Et je trouve que la modélisation ou l'analyse que fait Serge Tisseron est assez éclairante à ce niveau-là, dans les grands axes qu'il développe, enfin qu'il extrait, qu'il identifie, qui constituent la culture numérique. Alors il dit que d'abord, la culture numérique, c'est d'abord le passage de l'un au multiple. Hein. Et nous, on a été éduqués hors de la culture numérique, on a été éduqués dans la culture de l'un, c'est-à-dire le livre unique, l'auteur unique, la référence unique. C'est un peu le modèle de la cathédrale, hein, de la grande œuvre. Alors que la culture du numérique, c'est vraiment la culture du multiple. Tisseron parle ici de polythéisme, et il dit que c'est le bazar qui s'oppose à la cathédrale. Et ça veut dire que le modèle, c'est plus la Bible, c'est Wikipédia. Hein, si pour prendre une référence paradigmatique, c'est Wikipédia, c'est-à-dire une œuvre fluctuante, une œuvre à plusieurs auteurs, une œuvre sans cesse en débat, avec des éditions internationales qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes. Et donc je crois que c'est très important de voir qu'on est entré dans cette ère de la multiplicité. Les nouvelles dimensions, les traits saillants de la culture numérique ne veulent pas dire, évidemment, ne veulent jamais dire que la culture pré-numérique, la culture dans laquelle nous on a grandi, soit dévalorisée. Il faut essayer d'articuler les deux, en fait. Parce qu'il y a des compétences qui nous viennent de la culture du livre qu'on n'aura pas dans la culture des écrans. Et par exemple, le fait de pouvoir suivre linéairement, longuement un raisonnement, c'est une compétence qui est très importante et qui ne s'apprend que par la lecture et l'écriture linéaire. Voilà. Mais ce n'est pas la seule compétence. Voilà. Et donc il y a d'autres compétences qui arrivent, d'autres dimensions qui arrivent. Il faut aussi les travailler, mais il faut essayer d'articuler les deux. Et à l'école, on doit essayer, je pense, hein, d'articuler les deux dimensions. Alors l'autre dimension qu'il dit, c'est toujours dans cette histoire de multiplicité. Hein. De même, la culture numérique, c'est une culture où on joue avec les identités, on joue facilement avec les identités. Je trouve qu'en classe, ça nous invite, et là on n'est pas dans les technologies, là on est dans la culture, hein, dans les pratiques pédagogiques et dans la culture, ça nous invite en classe à jouer davantage sur les prises de rôle, en fait tout ce qui est, là on trouve la dimension un peu classique de la rhétorique, hein, savoir défendre une position qui n'est pas forcément la sienne, prendre des rôles, jouer avec les rôles, ça c'est important aussi je trouve. Une dimension très importante de la culture numérique, c'est aussi bien sûr la collaboration. L'intelligence a toujours été collaborative, mais là on est vraiment passé, j'ai l'impression qu'il y a comme un saut d'échelle dans les possibilités de collaboration qu'offre la culture numérique et dans la valorisation de la collaboration. Et on retrouve ça aussi dans l'importance qu'a dans la culture numérique tout ce qui est, alors je cherche le mot en français, le meilleur équivalent de mash-up. Le mot harlequinage m'est venu à l'esprit. Le fait de mélanger les choses, de rabouter un peu les choses, de bricoler un peu les choses. Et Serge Tisseron parle par exemple du sampling, du succès du sampling visuel. Et il rappelle que le succès de Spy Gangnam Style tient notamment à tous les pastiches, les parodies, les samplings qui ont été faits à partir de ça. Et donc on est vraiment dans une culture de la transformation, du raboutage des choses les unes avec les autres. Je trouve que alors, nous, dans nos pratiques pédagogiques, ça nous invite à nous saisir pédagogiquement, scolairement, pour des finalités d'élévation, d'apprentissage, eh bien ces pratiques joueuses de la transformation. Et je crois personnellement très fortement que savoir transformer, jouer à transformer un contenu, c'est s'obliger à le comprendre. Enfin, on ne peut pas jouer à transformer sans avoir compris, ou c'est en transformant qu'on comprendra encore mieux. Et qui a compris peut transformer facilement. Les technologies numériques offrent toutes des fonctions de publication et qui sont souvent de publication dans des médias sociaux. Ça veut dire à la fois de publication et de réseautage, de collaboration, de partage. Donc cette publication est vraiment vécue comme un partage, oui. Et je pense que la publication des activités pédagogiques, en tout cas de certaines activités pédagogiques, leur permet d'en redéfinir le sens. L'enjeu et le sens. Autrement dit, les travaux ne sont plus seulement des travaux scolaires, faits entre quatre murs, voués à l'oubli, mais pour certains d'entre eux, peuvent être publiés et dès lors prennent une toute autre dimension parce qu'ils ont une existence sociale d'œuvres, de petites œuvres, en tout cas de publications.
Et ils sont ouvertes alors à l'aventure des publications. Ça veut dire qu'elles peuvent rencontrer un public ou ne pas rencontrer de public. Elles peuvent créer des interactions. Et puis aussi une chose très forte, parce que ça, moi, je peux m'en assurer moi-même, ça permet une survie, une durabilité, une longévité qui définit l'œuvre des travaux scolaires. Ce qui fait qu'on peut développer des véritables cultures de classe, de cours, d'établissements, soit en les maintenant accessibles et ou en les augmentant, en les intégrant dans l'arlequinage dont je parlais tout à l'heure, dans d'autres... Voilà. Et donc du coup, je trouve ça très important que pour les élèves, on explose les murs de la classe, pas seulement parce que par l'Internet et la connexion qu'on peut avoir en classe, le monde extérieur peut rentrer en classe, mais nous aussi, nous pouvons nous projeter hors des murs de la classe. Et pour réfléchir à l'utilisation des outils technologiques en pédagogie, on peut se référer à divers modèles qui nous permettent d'éclairer un peu cela. Il y a un modèle en ce moment que je trouve assez éclairant, c'est le modèle SAMR. Et alors, ce modèle est assez intéressant parce qu'il il distingue 4 étages, SAMR. S c'est substitution, A pour augmentation, M modification et R redéfinition. Alors, par exemple, c'est bêtement utiliser son smartphone pour prendre des notes, ce que font certains de mes élèves. Ou utiliser un traitement de texte pour prendre des notes, c'est la même activité de prise de notes qu'avec un crayon, un stylo. Ici, il n'y a pas de changement de la tâche. De même que si on passe un étage un peu au-dessus, ce qu'il appelle l'augmentation, avoir le dictionnaire intégré au traitement de texte ou le correcteur orthographique intégré, le dictionnaire de synonymes intégré, tu changes pas. Bon, tu aurais pu le prendre en papier à côté, c'est simplement un peu plus long, c'est plus rapide, donc tu augmentes ici l'efficacité seulement de la tâche. Voilà. Alors, ce qui devient intéressant pédagogiquement, c'est quand on passe aux 2 étages supérieurs, où là, il n'y a pas seulement une amélioration de l'efficacité, de la performance, mais là, il y a une redéfinition, carrément une transformation de la nature même. Autrement dit, on voit que les technologies numériques vont pouvoir rétroagir sur ce qu'on fait pour changer ce qu'on fait, en fait, redéfinir ce que l'on fait. Alors, par exemple, donc, il dit donc, les 2 étages qui nous restent, ce sont modification et redéfinition. Alors, par exemple, si on utilise... c'est simple, en fait, c'est toutes les activités qu'on n'aurait simplement pas pu faire sans la technologie. Si on fait de l'écriture synchrone entre 2 classes distantes sur un outil, une application d'écriture numérique, tels que Everpad, Google Doc ou autres outils de traitement de texte collaboratif, synchrone. Moi, mon idée, c'est que ça fonctionne bien quand ces innovations technologiques en fait, nous font retrouver des pédagogies actives dont on sait depuis longtemps quelles elles sont et qu'est-ce qui fonctionne bien. En fait, on redécouvre des pédagogies actives, on réinvestit des pédagogies actives. Souvent joueuses d'ailleurs, originales, et en plus, ça j'insiste beaucoup, en utilisant de façon scolaire des outils qui n'ont pas forcément vocation scolaire, d'une part, des outils qui ont souvent une finalité récréative. Alors un outil par exemple que j'utilise là sans le détourner du tout, parce que j'utilise ce pourquoi il est fait, il est destiné, ça s'appelle GradeCam. L'idée c'est de pouvoir faire un feedback immédiat aux élèves. Okay. Alors je prépare un quiz sous n'importe quelle forme, je peux l'imprimer sur papier, le projeter à l'écran, etc. Je prépare un quiz. Ce que je fais, c'est que moi, en amont, sur le site GradeCam, j'encode toutes mes classes, tous mes élèves, j'imprime des feuilles par élève avec leur nom et la grille de cases qu'ils doivent cocher. Je pose les questions, ils cochent les cases, et là, ce qui devient intéressant, c'est que ensuite, moi ou un élève se saisit de l'iPad ou de la webcam de l'ordinateur, circule dans la classe, scanne chaque feuille. Immédiatement, ça repère quelles sont les réponses qui ont été faites. Ça envoie tout de suite sur le serveur les résultats. Donc il y a à peu près 5 minutes d'opération pour traiter la vingtaine ou la bonne vingtaine de copies dans la classe. Et donc on peut tout de suite faire une reprise à chaud. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai, faire une reprise une semaine après pour les élèves, ça a moins de sens. Et on peut faire, et en plus pour moi en tant que prof, sincèrement, sans cet outil-là, des quiz, j'en ferais pas. Et donc le fait de pouvoir faire un feedback à chaud est vraiment, là on a en fait plus on est dans le second étage du modèle, c'est-à-dire que là on commence à être dans la modification. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose que je ne pouvais pas faire, voilà, simplement sans la technologie. Sans cette technologie, je ne pouvais pas reprendre à chaud en classe, dans la minute, un quiz qui a été adressé à tout un groupe. Voilà. Une autre activité que les élèves aiment beaucoup et qui est assez difficile à faire en fait, joueuse et difficile, c'est on s'amuse. Alors c'est souvent donc, en fin de séquence. Je fais un cours
généralement tout ce qu'il y a de plus classique en interaction avec les élèves, je discute avec les élèves. On fait un cours doctrinal, on expose la doctrine de Marx, de Spinoza ou d'un autre philosophe. Et ensuite, pour s'assurer de la compréhension, on s'amuse à transformer le contenu dans d'autres situations ou d'autres formes de communication. Alors, par exemple, les formes peuvent être diverses. Je peux demander aux élèves, parfois il m'arrive de demander aux élèves de faire, alors ça peut être une carte d'idées dessinée papier, mais ça peut être aussi numériquement, un quiz, faire un quiz, parce que c'est intéressant pour eux de faire les questions et les réponses, il y a des outils pour faire ça. Numérique, ou alors faire un flyer. Alors imaginez par exemple que c'est les épicuriens qui se réunissent, et ils feront un colloque. Alors ils vont inviter peut-être Kant, ils vont inviter d'autres philosophes. Quels seront les titres des communications des philosophes? Alors il faut trouver des titres qui correspondent bien. Ou alors c'est un concert, j'ai fait ça une fois. Un concert, alors il faut donner le nom du groupe, les morceaux de musique de l'album doivent être en lien avec la doctrine. Il faut faire des bios des philosophes un peu à la mode musicale. Et donc, pour faire ça, l'élève doit vraiment assimiler quand même le contenu doctrinal. Ou alors, une autre activité que j'aime beaucoup faire avec eux, c'est des faux sous-titres. Alors, je trouve marrant, je peux trouver des extraits vidéo, des petites scénettes assez courtes, 2 minutes, avec un langage qu'on ne comprend pas. Alors, généralement, j'affectionne les séquences du cinéma Bollywood. Et on s'amuse à mettre des faux sous-titres. Alors, et ces faux sous-titres doivent parler évidemment du sujet philosophique. Donc, ça parlera de Marx, ça parlera de Spinoza, etc. Et ça, d'abord, c'est compliqué parce qu'il faut que ça colle quand même à la situation. Et il faut que ce soit pertinent doctrinalement. Donc ça, c'est très agréable à faire. Maintenant, il y a même des outils où les élèves peuvent le faire eux-mêmes en ligne. Les clips sont disponibles sur certains sites. Le site s'appelle Bombay TV. Ils vont là-dessus et ils peuvent eux-mêmes, ils ont le clip et ils ont qu'à taper le texte et tout se met ensemble tout seul. Et c'est amusant aussi, même d'ailleurs sur un même clip, de faire dire des choses très différentes. Là, on est vraiment dans les étages supérieurs du modèle, c'est qu'on fait des choses qu'on ne pouvait simplement pas faire avant. C'est qu'on peut bien sûr publier du son sur des médias sociaux, ça déjà c'est très nouveau. Et puis on peut maintenant écrire sur le son. Et on peut, et dès qu'on publie, on peut publier ailleurs, embarquer le son dans d'autres supports et on peut aussi écrire. Alors là, j'utilise le YouTube du son actuel qui est SoundCloud, qui au départ était fait pour des échanges de démos musicales, et puis qui maintenant qui est déjà investi par le MIT, je crois, par la RTBF, par la Sorbonne ou d'autres Harvard. Donc il y a des institutions qui viennent publier du contenu. Alors ce qu'on fait, c'est que donc j'enregistre de l'audio, on le publie. C'est intéressant aussi de voir avec les élèves quels sont les tags et les mots-clés qu'on va attribuer aux fichiers sonores. Donc là, on est dans la catégorisation. Dans la catégorisation, c'est important. Et puis après, alors une fois que ce fichier est publié, donc on peut faire 2 choses au moins. Ce fichier, je peux l'embarquer ailleurs comme j'embarquerai une vidéo YouTube, donc on va pouvoir l'employer dans une autre page de blog, dans un flyer qu'on publiera plus tard, etc. Et puis on peut aller écrire dessus, c'est-à-dire qu'on peut augmenter le son d'annotation écrite, ce qui est très important je trouve, pour 2 raisons au moins. C'est parce que d'abord un son qui n'est pas balisé, on n'a pas toujours la patience de l'écouter de bout en bout pour savoir ce qu'il contient. Donc on peut le baliser sous forme de petites vignettes. Alors ça fait des petites cases sous le son, sous la frise du son, ça fait des petites cases, et quand on clique sur la petite case, alors on a le texte de commentaire qui apparaît. Ça peut être juste un balisage, un séquençage du son, mais aussi on peut aller demander aux élèves, ou je le fais avec la classe, s'ils n'ont pas accès, s'ils n'ont pas de compte, je le fais avec eux en classe. Et bien voilà, ce fichier audio qui était fait par une classe, je peux le jouer dans la seconde classe, et on peut aller voir peut-être qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque en plus, comme ajout, comme commentaire, comme question, et on peut même aller jusqu'à dialoguer, c'est-à-dire qu'on peut répondre aux commentaires, et on peut faire des lignes de dialogue sous un moment du son. Alors je vais peut-être parler maintenant de la réalité augmentée. Ça c'est un projet que j'ai depuis cette année. En fait je l'avais depuis longtemps, mais simplement l'outil n'existait pas, et donc ma question c'était la suivante, c'était comment capitaliser au maximum les ressources produites en cours pour faire en sorte que les élèves, d'abord eux, et puis d'autres élèves éventuellement aussi, les utilisent. Et qu'elles soient vues, lues, travaillées, diffusées, etc. Alors j'ai essayé quelques possibilités avec les QR codes, en plaçant des QR codes dans les livres de la bibliothèque, les QR codes renvoyant, par exemple dans le bouquin de Voltaire, le QR code va renvoyer vers la fiche de lecture vidéo sur Voltaire ou autre, sur le site. Mais bon, les QR codes sont une technologie solide mais pas très flexible. Alors voilà, qu'est-ce que je fais ?
Moi, j'ai toutes sortes de ressources disponibles et j'en ai de plus en plus, je n'arrête pas d'en faire. Donc j'ai des vidéos, des cartes d'idées, des quiz, de l'audio, des flyers, toutes sortes de choses, des images. Et j'ai le manuel de philosophie. Donc le manuel qu'ont mes élèves, c'est un manuel papier, tout ce qu'il y a de plus standard, pas cher, pas lourd, très bon. Mais il n'y a pas d'édition numérique de ce manuel. Donc voilà, donc ils ont le manuel, et moi, eh bien, il y a plein d'éléments du manuel où nous avons des ressources qui parlent de ce qu'il y a dans le manuel. Alors ma question c'est, si les ressources sont en ligne, ils ne vont pas spontanément aller les chercher. L'ordinateur est peut-être utilisé par le petit frère ou la petite sœur à la maison à ce moment-là. Par contre, ils ont toujours leur smartphone avec eux ou leur tablette, mais leur smartphone très beau. Toujours avec eux. Et donc voilà, donc l'application de réalité augmentée permet à l'élève, quand il filme la page, quand il filme dans l'application la page, ploup, les ressources vont venir s'incruster virtuellement à l'écran, comme si elles étaient sur la page. Ça respecte les parallaxes, etc. Donc on peut voir par exemple une vidéo qui va jouer dans la page, peut-être sur le portrait de Karl Marx, il va y avoir une vidéo qui va jouer, on peut avoir un son qui va se déclencher, on peut avoir un élément qui est en fait un lien vers d'autres ressources, je peux avoir un quiz sur la page que j'ai préparé tout seul ou avec eux, qui pose des questions sur le contenu de la page pour voir s'ils ont bien compris, on peut avoir un petit bouton qui va renvoyer vers le forum du cours, éventuellement, s'ils veulent débattre de la page, on peut avoir un petit bouton qui active un mail pour qu'ils m'envoient une question s'ils le veulent. Bon, ça c'est idéalement parce que moi je suis de toute façon disponible pour eux en classe, mais vraiment le vrai usage ici c'est les ressources augmentées, c'est-à-dire la vidéo, le son, le quiz, éventuellement, et des images. Par exemple, ça peut être, je fais souvent des cartes d'idées, des schémas, où j'essaie de transcrire le contenu sous forme schématique, sous forme visuelle, et donc ils peuvent avoir une double lecture, ils lisent d'abord la page, et ensuite en la scannant, eh bien, ils font apparaître dessus en surimpression, en incrustation des ressources supplémentaires. L'application permet aussi de faire de la réalité 3D. Bon, moi, c'est hors de mon domaine d'action pour le moment, mais c'est pour les professeurs de sciences, d'histoire, de biologie. Enfin, c'est vraiment fascinant, parce on peut vraiment faire surgir des ressources en 3 dimensions. Et alors, quand on tourne autour du livre, ou quand on tourne le livre autour de l'appareil, eh ben, on tourne autour de l'objet, en fait. Donc ça, c'est assez fabuleux.